C'est le 336e épisode du Coup Tordu en plein Tour de France 2025. On se retrouve, le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés, même ceux qui sont un petit peu moins passionnés, qui nous rejoignent pendant le Tour de France. Et ben on vous accueille, vous êtes les bienvenus. 336e épisode du Coup Tordu avec la team. On va faire la grande preview de la 17e étape qui va amener les coureurs du côté de Valence. Mais juste avant, je vous annonce la suite du programme parce que ce week-end, le Tour de France s'arrête, mais bien évidemment, le Coup Tordu continue. On se retrouvera la semaine prochaine. Vous aurez un épisode pour la prochaine classique World Tour. Ça sera la Classica San Sébastien qui aura lieu le 2 août. Et après, il est fort probable qu'on se retrouve également en quotidienne pour la course World Tour la plus pétée de l'année, après la plus belle de l'année, le Tour de France la plus claquée de l'année. Mais on aime ça, on adore ça. Le fameux Tour de Pologne. Rien que de dire le Tour de Pologne, ça pas contre la Pologne, mais la course en elle-même, elle est toujours un peu spéciale. Cette course, ce Tour de Pologne. Donc voilà, je pense qu'on fera des choses tout autour, mais avant, bien évidemment, le Tour de France est très très loin d'être terminé. Et pour cette preview de la 17e étape, le plus passionné des passionnés, Monsieur Latib, alias Thibaut. Ça va mon Thibaut ? Ça va très bien, mais je suis claqué. J'ai eu une journée de boulot au complet, donc j'avoue que pour le débrief de cette étape, je vais compter sur toi parce que là, je suis sur le replay de la montée finale pour voir en entier les bribes que j'ai vues. Mais tu vois, il me reste 7 km 5. Alors, il y a beaucoup de choses à débriefer, Thibaut. Déjà, pour commencer cet épisode, avant d'attaquer la preview de l'étape 17, est-ce que tu as vu qu'il y avait un invité surprise aujourd'hui dans l'espace, dans le paddock du Tour de France, parmi les officiels? Est-ce que tu as vu qu'il y avait un étrange personnage qui était présent en haut du Mont Ventoux, accrédité? Non, pas du tout. Non. Non. Ok, si. Oui, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Notre cher Johan Brunel. Johan Brunel. Alors moi, j'aimerais juste qu'on me dise, alors l'UCI, moi je trouve ça bien, l'UCI demande des comptes à ASO. Donc ça, parfait, très bien, bravo l'UCI. On rappelle que Johan Brunel est suspendu à vie. Voilà, est suspendu à vie. Il n'a plus rien à foutre dans ce sport. Donc moi, j'aimerais juste qu'on m'explique, voilà, qui est le mec chez ASO, parce qu'il y a bien un mec chez ASO à un moment donné. Quand l'accréditation est validée, il y a bien quelqu'un qui valide l'accréditation. Donc j'aimerais savoir qui est le mec chez ASO qui valide l'accréditation chez Johan Brunel et qui en plus, il était là pour participer à une émission de télé belge, une émission sur la télé publique belge. Donc moi, j'aimerais savoir aussi qui est le crétin de cette chaîne de télé qui invite Johan Brunel sur son plateau. Et puis le mec, il change pas, quoi, indécrottable. C'est-à-dire que il a trouvé un espèce d'espace où il y avait le palmarès du Tour de France, un truc gravé où Lance Armstrong, évidemment, il pouvait pas le retirer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été s'afficher devant, ce marrant. Donc non seulement il est indécrottable, il joue la provoque, mais il chie à la gueule de tout le monde. C'est nous, les suiveurs, les fans, les passionnés. Ce mec nous a pris ce qu'on avait de plus beau pendant des années et il revient et il nous chie sur le front et on donne une accréditation à ce mec qui nous chie à la gueule, mais ouvertement. Donc voilà. Alors moi, je veux avoir le fin mot. Je lâcherai pas l'affaire. Je veux savoir chez ASO qui est le crétin. Je dis bien le crétin qui a donné une accréditation à cet abruti. Un truc à rajouter, Thibaut ? Non, mais je sens que ça t'énerve particulièrement. Je sens dans ta voix que les nerfs sont tendus. Mais ouais, mais parce que c'est notre passion. On vit pour ça. Et ce mec, il nous a tout pris pendant des années. Lui et ses sbires. Mais tu vois, je peux même avoir, tu vois, encore Lance. Voilà, il a une enfance compliquée. Il était battu par son beau-père. Je peux avoir parfois un peu d'empathie pour Armstrong, un peu, pas beaucoup, un petit peu, mais pour lui j'en ai zéro, quoi. J'en ai aucune parce que à l'inverse d'Armstrong a pu par moments, notamment j'en parle souvent, cette rencontre en 2017 avec Christophe Basson à Paris, il a pu exprimer par moments, on va dire pas des regrets ou mettre un peu des bémols, voilà, de temps en temps. Je sais pas si c'est sincère, pas sincère, mais au moins il a eu le mérite de le faire. Mais Brunel, jamais. C'est bon, au moins c'est bien, c'est qu'il est con, il assume. Donc continuez comme ça, ASO. Voilà, bravo. Non mais alors je mets pas tout ASO dans le même panier. Je pense qu'il doit y avoir un responsable au milieu et la télé belge pareil. Là les mecs, moi je serais belge, ma redevance télé, je la paierais pas rien que pour ça, quoi. Une chaîne publique, mais n'importe quoi.
N'importe quoi les mecs. Bon Thibaut, on revient sur l'étape. Alors il y en a un qui était bien énervé également, c'est Thomas Voeckler. Est-ce que tu as compris j'ai vu aussi. Ouais, le coup de Non, gueule mais je contre... comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Hein. Il se met à la place de pas mal de monde et il est à l'image de ce que pense tout le peloton. Sauf que lui, il a la liberté de ton de pouvoir le faire. Donc on rappelle Nils Politt qui a un petit peu bloqué la course. D'ailleurs, Flo Pigeon qui lui a trouvé son surnom. Maintenant, on va l'appeler Nils Police. Voilà, le policier, le keuf du peloton. Si tu te souviens de mon montage, la police municipale, ça fait bien longtemps qu'on la connaît. Hein. Ouais. Ouais, effectivement. C'est vrai, Thibaut. Mais de manière un petit peu plus globale, toi, est-ce que tu as compris la strate des UAE sur l'étape ? Parce que dans un premier temps, on a Nils Politt qui fait la police, donc on se dit les UAE veulent absolument gagner l'étape. Après, on envoie Soler et Pavel à l'avant. Pavel qui a servi un tout petit peu, Soler qui a servi absolument à rien. Et puis au final, à l'arrivée, Tadej nous dit je voulais pas l'étape. Toi, est-ce que Tadej qui semblait vouloir l'étape, et alors que dans le paddock, dans l'aire de départ, Martin Fernandez dit non, nous, s'il n'y a pas assez d'équipes qui roulent, on n'ira pas chercher l'étape. Donc, est-ce que tu as une lecture claire aujourd'hui de la stratégie des UAE ? Il la voulait clairement pas. Et je me demande si on redoute pas les longues ascensions sur les Alpes et qu'on commence à jouer extrêmement défensif parce qu'on a peur d'une petite craquante. Je me demande de plus en plus. Ça rejoint la question suivante que j'allais te poser, Thibaut. Est-ce que pour la première fois, et je dis bien pour la première fois depuis 2023, est-ce qu'on n'a pas vu sur une ascension Jonas au moins au niveau de Tadej, voire meilleur ? C'est-à-dire là, honnêtement, ils sont du même niveau. Après, est-ce que Poggi était vraiment sur la retenue, tu vois ? Honnêtement, il y a un moment, je me dis, il y en a un qui fusille. S'il veut l'étape, il va la chercher, quoi. Là, on est en train de trouver un terrain de jeu pour Jonas. On voit qu'il va limite de mieux en mieux. Et même là, quand tu vois, je me refais le replay, c'est pas le même Poggi que l'année dernière. L'année dernière, dans la route de Jonas, tu vois, il avait une certaine facilité, une décontraction. Et là, je le vois, on est à 5 km 400. Visage très concentré. C'est pas le Poggi, on va appeler ça le Poggi impérial. Je suis d'accord avec ça, et moi je vais te dire pourquoi. Je pense que pour la première fois on avait un Jonas qui était légèrement au niveau de Poggi sur la montée. Tout simplement. Alors après, moi c'est dur, honnêtement je vais te dire, hein, c'est dur de répondre à cette question en sachant que tu vois, j'ai maté vraiment par intermittence vu que j'étais au boulot. Mais du coup, toi, tu as vraiment la vision globale que je vais avoir d'ici 10-15 minutes, quoi. Le truc, alors déjà, le plan des Visma, on a compris le plan des Visma et franchement, c'était hyper bien. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a vu sur le Giro, avec notamment Kempi qui récupère juste après le Chalet Reynard, qui récupère Jonas qui avait Poggi dans la roue. Là, moi, aux images, il récupère juste à l'instant, tu vois. Voilà, et ça, pour moi, c'est du tableau noir. Ça, c'est franchement tactiquement, pour moi, ça ressemble à ce qu'on a vu dans la Finestrée avec Wout van Aert et Simon Yates sur le dernier Giro. Donc ça, pour moi, c'est des coups tactiques, c'est mal payé, mais franchement, c'est très très bien vu. Ensuite, en dehors de c'est bien. Honnêtement, c'est peut-être pas bien payé sur le résultat, mais je pense que mentalement, le gain est énorme. Faut voir l'impact psychologique que ça peut avoir sur le collectif et même peut-être sur l'adversaire, parce que sur l'adversaire, là, Pogačar, il est sûrement en train de se dire l'étape de la Lose, ça va être compliqué parce que va falloir que je sache comment on va devoir manœuvrer en équipe pour pas que je sois vite isolé, esselé, parce que Jonas a dit qu'il allait tout mettre, quitte à perdre sa deuxième place, au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Honnêtement, oui. Et quand il dit qu'il potentiellement peut attaquer avant le col de la Lose, j'ai tendance à le croire. Ouais. Je pense que pour lui, deuxième ou dixième, c'est la même chose. Alors sachant qu'il a quand même une marge sur la, je pense qu'il sortira pas du podium, même en attaquant de loin. Mais là où je pense que pour moi, Jonas
est meilleur que Poggi sur cette ascension, c'est que si on prend sur la totalité de l'ascension le vent, parce qu'on avait une ascension qui était majoritairement vent de face, tout le vent que s'est bouffé Jonas, Poggi, il passe quasiment, il met une ou deux attaques et il le passe sur le sprint à l'arrivée, mais il lui donne aucun relais, quoi. C'est-à-dire que on a Jonas avec vent de face. Il lui a mis une petite cacahuète, quoi, à un moment. Ouais, mais Jonas a répondu. Mais Jonas s'est pris plusieurs kilomètres de montée, d'ascension, vent de face. Poggi pouvait davantage, avait de l'abri en étant dans la roue. Et pour moi, la quantité d'énergie dépensée, la dépense physique dépensée par Jonas sur cette ascension est supérieure à celle de Pogačar. Donc je pense que pour moi, ils étaient au moins au même niveau aujourd'hui. Et Jonas, voire peut-être légèrement supérieur. En tout cas, il doit le sentir un petit peu comme ça. Et là où je vais aller encore un petit peu plus loin, Thibaut, on a vu que Mathieu Van Der Poel a abandonné ce matin, enfin hier matin pour ceux qui écoutent le podcast, le matin en se réveillant et en allant bosser. Pavel était pas bien la semaine dernière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc qui traîne chez les UAE ? Est-ce que pour toi, Poggi, tu l'as évoqué un petit peu, mais tu vas creuser. On est d'accord, on n'a pas affaire à un Pogačar qui est véritablement impérial depuis 2-3 jours. Tu soupçonnes qu'il soit malade. Au vu de son interview, il concédait avoir un petit rhume. Honnêtement, s'il avait une maladie qui l'impactait réellement, il le dirait pas. Hein. C'est pas un truc que tu vas dire et que tu vas encourager tes adversaires à en profiter. C'est quelque chose où tu fais plutôt profil bas et tu le manœuvres différemment. Donc j'y crois pas, d'autant plus que Mathieu Van Der Poel sort sur pneumonie. Je crois pas qu'une pneumonie ça se transmette. Hein. Donc non, on sait qu'il y a des petits virus et des petits rhumes et que pas mal de coureurs, on l'entend sur certaines interviews, parlent un peu avec le nez, mais il y a quand même pas mal de coureurs qui ont chopé un coup de froid. Donc qu'il ait chopé un petit coup de froid, pourquoi pas. Mais de là à ce que ça ne l'impacte réellement, je pense pas, parce que sinon il l'aurait pas dit. Moi je vais pas forcément aller sur le rhume, je vais plutôt aller sur la chute de la semaine dernière, parce qu'on voit, il a encore le bras qui est bandé. Alors voilà, c'est pas une chute très très grave, mais on sait que sur les grands tours, tout se paye, et même tout Poggi qu'il est. Et je vais remonter à une interview qui était passée un petit peu à inaperçu, c'était Mauro Gianetti ou Machine Fernandez, je crois que c'était Gianetti dans Grand Plateau. C'était sur RMC juste après Milan-San Remo, et il évoquait dans son interview ce que Pogačar lui avait dit et la raison qu'il avait invoquée et la raison pour laquelle il pensait ne pas avoir gagné Milan-San Remo. Et d'après toi, Thibaut, est-ce que tu te rappelles un petit peu ce que Pogačar a dit à Gianetti et ce qu'il pensait avoir mal fait pour gagner Milan-San Remo ? Enfin, avoir mal fait, quel est l'impondérable qui, pour lui, l'avait empêché de gagner Milan-San Remo ? La chute d'Estrade. Exactement. Donc l'Estrade Bianche avait lieu 3 semaines avant Milan-San Remo. Alors Gianetti n'était pas forcément d'accord avec lui, mais ça veut dire que Tadej estimait que sur son niveau de forme, on sait qu'aujourd'hui tout est entièrement millimétré. Il estime que après l'Estrade qui avait lieu le 3e week-end du mois de février, Milan-San Remo, on est 3 semaines, un mois plus tard, il estimait que justement sur le processus de récupération, ça avait peut-être un poil lui a fait perdre peut-être le demi% qui lui aurait permis de lâcher Mathieu Van Der Poel dans la Cipressa ou dans le Poggio. Donc, tu retires 1 ou 2 petits pourcents à Tadej avec le petit rhume. Jonas qui se retrouve avec un pic de forme calé pour la 3e semaine du Tour de France. Finalement, on se retrouve avec 2 mecs qui sont assez proches l'un de l'autre, quoi. Possible. Après, il y a cette montée. Il y a quand même la composante du vent de face, la composante d'un Pogačar qui est en gestion sur cette 3e semaine. Est-ce qu'il avait envie d'en faire un peu plus, de ne pas en faire de trop, tu vois, c'est ça. Lui, il est totalement sur la défensive et on le sent, on le voit. Il veut miser sur certaines occasions et le Mont Ventoux, c'est pas celle qu'il veut absolument. On sait, il veut gommer la Lose, clairement. Il a gommé de manière magistrale Hautacam. La Lose, il veut potentiellement faire pareil, voire peut-être mieux, parce que honnêtement, c'est peut-être sa plus grosse des défaites. C'est la plus grosse des défaillances, et ce I'm gone, I'm dead, oui. C'est rappelé sur les réseaux constamment, et ça, c'est un truc qui veut effacer des tablettes. Bon, là, au moins, la tactique, il la connaît. On sait que
On sait qu'il n'aura pas grand-chose à faire. En principe, pas grand-chose, évidemment, manière de faire, mais c'est la Visma qui devrait faire le travail. Thibaut, on bascule sur la preview de cette 17e étape du Tour de France. Je rappelle que tes previews écrites sont disponibles chez Vélo Futé. On fait un big up à Titouan et toute la team de Vélo Futé. Enzo, analyste Phoenix, qui vous sort ses interviews sur son site The Big Gear. Et donc, Thibaut, je te laisse. Et merci à Titouan aussi aujourd'hui, parce que moi j'ai dû rédiger entre midi et deux tout ce qui est la partie technique en faisant tous les screens, etc., en explorant, en mangeant, donc en l'espace de très peu de temps, il a fallu que je rédise toute la partie technique. Il s'est chargé des favoris en attendant, et puis juste après ce podcast, je vais faire le brief des lotos. Donc au moins l'ensemble de l'article est fait en temps et en heure grâce à Titouan, parce que la partie favori, j'aurais pas pu la rédiger dans les temps en reprenant le boulot à 14h30. Bon, écoute, preview commune alors. Exactement. Après, en général, la preview est assez commune parce que je lui laisse la faveur des favoris, même si j'ai réussi quand même à négocier sur certaines étapes où on s'entend un peu, mais si j'ai une vision, elle va primer. Là, je lui ai laissé totalement. Bon. Écoute, c'est une étape et ça va être une étape assez charnière pour le maillot vert, parce que c'est la dernière étape pour les sprinters, mais surtout pour Jonathan Milan de se rattraper de la journée d'aujourd'hui, parce que quand tu loupes 20 points qui t'étaient offerts, tu te mets dans une position très délicate. Alors heureusement que Tadej Pogačar, grand seigneur, n'est pas allé chercher l'étape, parce que Jonathan Milan serait quand même dans de beaux draps. Mais il y a des signes d'inquiétude. Et quand tu vois le tracé, alors oui, on a une journée qui est relativement facile à contrôler, qui sera en plus facilitée par un léger vent de face, mais bon, 12 km/h, est-ce que ça peut faire peur à certains baroudeurs? La question, c'est de savoir le nombre d'équipes qui vont être intéressées par un sprint. On a les Soudal qui ont encore Tim Merlier, qui est potentiellement l'adversaire principal de Jonathan Milan, et surtout le grand favori pour un type de sprint comme ça, surtout avec la fatigue qu'on ressent au niveau de l'italien. Donc, sans doute qu'ils vont aller pour un sprint, mais est-ce que la majorité des adversaires vont l'entendre de cette oreille? On peut se poser la question. Et on peut se poser la question aussi de la stratégie des Lidl maintenant. Est-ce qu'on vise entièrement la victoire d'étape avec ses 50 points, ou est-ce qu'on va plus profondément dans l'étape et qu'on va chercher ce sprint intermédiaire à 47,9 km du départ, pardon. On peut se poser la question. Et j'ai envie de te dire que potentiellement, on va peut-être se tirer une balle dans le pied si on essaye cette deuxième option. Est-ce que, sur ce qu'on a vu sur l'étape aujourd'hui, on avait l'impression que les UAE voulaient cadenasser cette étape du Mont Ventoux, et finalement, les équipes n'ont pas, entre guillemets, respecté l'ordre établi, et ce qui fait qu'on n'a pas eu un GC, c'est véritablement que les UAE se sont fait agresser de toutes parts, et tout UAE qu'ils sont, à eux tout seuls, s'ils se font agresser par 5, 6, 7, 8 équipes, ils ne réussissent pas à maîtriser la course. Est-ce que ce scénario ne va pas donner des envies à des équipes un petit peu d'aller à la fois agresser la Lidl Trek qui court un petit peu à l'envers depuis quelques jours, et la Soudal qui se retrouve littéralement décimée, ils sont plus que 6? Tout dépend avec quel plan tu pars pour ces équipes-là, parce que le truc c'est que on a quand même pas mal de sprinters qui ont survécu. S'ils ont survécu, demain c'est quand même la dernière des occasions. Donc est-ce que tu essayes de te priver de cette occasion? On peut se poser la question. Après, on sait que s'ils sont d'accord pour un sprint, ils seront pas forcément d'accord pour collaborer, et ils laisseront sans doute les Lidl et les Soudal maîtriser d'eux-mêmes. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on va leur laisser le tapis rouge, quoi. On va leur dresser devant, on va potentiellement leur mettre des bâtons dans les roues en chemin. Il y a quelques petites difficultés qui sont répertoriées avant, et c'est là où je veux en venir avec ce sprint intermédiaire. C'est que si les Lidl Trek sont inspirés d'aller chercher les 20 points, je pense que certaines équipes peuvent être inspirées de les laisser faire. Mais après, il y a des difficultés. Et au vu de ce que nous a montré Milan dans ces derniers jours, il y a moyen de le faire sauter. Donc, de le mettre en difficulté, au pire, il peut rentrer. Mais à chaque fois, on a moyen de le faire sauter, de l'user, de l'émousser. On a vu sur le Dauphiné ce que ça donnait.
et peut-être en fait même d'encourager des mouvements de baroudeurs, peut-être pas dès le départ, mais après ce sprint intermédiaire. Donc va y avoir une vraie question pour les Lidl de ce qu'ils vont devoir faire, parce que les 50 points à l'arrivée sont pas assurés face à Team Merlier et face à d'autres sprinters qui commencent à monter en puissance. Je pense qu'on en reparlera, mais aussi après le sprint intermédiaire. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Cette étape est passionnante. Alors, moi, je vais te donner mon scénario, Thibaut. Est-ce que tu te rappelles d'une étape remportée par Peter Sagan ? Je ne sais pas si c'était pas déjà l'étape de Valence en 2018, la 13e étape, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais j'ai le souvenir d'une étape, j'ai un petit doute. J'ai le souvenir d'une étape sur le Tour de France où on a des gros sprinteurs qui sont dans le peloton, un peu à l'image de Merlier et Milan. On a Peter Sagan qui est, on va dire, le sprinter qui passe bien les bosses, mais qui peut être mis en danger par ces gros sprinters-là. Et dès le début de l'étape, on a la Bora qui se met à chasser dans les talus. Et on se retrouve finalement sur une étape un peu vallonnée, un peu à l'image de celle qu'on va avoir ce mercredi, où la Bora épaille le peloton par l'arrière. Et moi, c'est un petit peu le scénario que je vois pour cette étape, c'est-à-dire un jeu par l'arrière où on va chercher à terminer Jonathan Milan, à mettre en difficulté Team Merlier, et combien même si ça ne fonctionne pas, à minima dépouiller leur train et leur foutre du lactique dans les jambes pour le sprint à Valence. Moi, je vois un jeu comme ça, c'est-à-dire un jeu par l'arrière, et pour mener la bataille, les Lotto. Je pense que les Ineos, si on se retrouve sur un petit sprint réduit à 40-50, Axel Laurence, c'est pas le dernier des pimpins. Les Intermarchés, c'est la question. Bini est censé mieux passer les boys les boss que les deux gros favoris de l'étape. Ça peut intéresser les IF pour Albanese. Donc moi, je vois quand même pas mal d'équipes sur le papier. Les Groupama, pourquoi pas pour Paul Penouet, quand il est en forme, il passe plutôt bien les bosses. À la Tudor, Maillot-Feur, petite pointe de vitesse, ça peut aussi lui convenir. On a Garcia Cortina pour la Movistar. Donc tu vois, je vois un peu en fait une sorte d'association de toutes ces équipes. J'en oublie évidemment dans le tas, pour éventuellement un petit peu ce qu'on a vu aussi sur l'étape remportée par Jack Stewart sur le Dauphiné. On sait que Milan était dans le sprint, mais véritablement ils l'ont fait cravacher pendant toute l'étape pour arriver à un sprint fatigué. Et Thibaut, qui avait terminé deuxième juste après Jack Stewart? Je sais plus. Axel Laurence. Exactement, oui. Donc, tu vois, je pense qu'on va essayer de reproduire un petit peu à schéma. Milan avait fini 5e. Au mieux, les sortir. Au pire, les épailler pour le sprint. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Parce que pour moi, les boss, va y avoir une accélération d'équipes avec des sprinters assez polyvalents qui peuvent miser sur leur sprint face à des gros qui peuvent être émoussés, et même essayer de les larguer, parce que au vu honnêtement de ce que montre Milan, moi je suis dans l'équipe d'un de ses adversaires. Je tente le coup. Ouais, et puis au pire, si t'en sors juste un des deux, si tu sors Merlier ou Milan, j'ai l'impression que Merlier quand même gère beaucoup mieux sa course que Milan. En même temps, il est pas non plus dans la course au maillot vert. Sa femme Cameron l'avait annoncé déjà sur les podcasts de la RTBF qui viserait pas le maillot vert avant le Tour, donc ça lui permet mais je pense que même s'il était dessus, je pense qu'il est au-dessus. Ouais. Donc, à la limite, si Milan est mis en difficulté, même les Soudal qui restent dans l'histoire, on a encore Van Ledberg, on a Maxi Chassman. Donc, voilà. Et puis aussi les Alpecin qui restent aussi en course. Callum Groves est aussi un mec qui a fait énormément de progrès dans les bosses. Il passe extrêmement bien les bosses. Donc on peut aussi ressortir notre ami Sullivan Dillier, et aussi mettre un petit peu la main à la pâte. Donc s'il y en a un si Milan montre un tout petit peu des signes de faiblesse, là ça va être pétard et feu d'artifice, quoi. Tu vas m'en exciter certains, je tiens à te le dire. Ah bon? Oui, non, mais parce que t'as dit Sullivan Dillier.
Oui, de Sylvain. oui, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Je connais, ouais, je sais. Il y en a qui vont, on n'en est pas à ce moment-là, tu vois, mais je sais très bien qu'ils ont pouffé de rire juste avant. Ouais. Ah bah Mais ouais, non. J'aime particulièrement ce scénario et je suis aussi dessus. Ouais, tu vois, Groenewegen, tu vois, pareil, tu vois, on sait qu'il va souffrir, donc ils vont peut-être un peu le... Alors après, c'est peut-être le salut pour Jonathan Milan. C'est-à-dire s'il se retrouve derrière et qu'il se retrouve pas tout seul et qu'on, à la Jericho, on met quelques rouleurs avec Groenewegen. C'est son salut. Je pense que c'est son salut pour être présent dans le peloton pour la victoire. Mais je pense pas que ça l'arrange pour la gagne non plus. Je pense qu'honnêtement, demain il se fait taper. Ah bah déjà ils vont tuer. Il se fait taper vénère. Bah déjà ils vont déjà ça va éplucher des équipiers, ça va user les trains. Et puis bah ça va toxiner parce qu'il va falloir chasser donc voilà bah écoute Thibaut on va partir sur ce scénario, on va dire un sprint avec on va dire avec élimination par l'arrière, donc sprint réduit peut-être avec un demi-peloton. Donc Thibaut, je t'écoute, quel est ton pronostic pour cette 17e étape du Tour de France? On est en train de voir des sprinteurs qui sont émoussés face à certains qui retrouvent des couleurs et qui montent en pression. Il y en a un particulièrement qui ne cesse de m'étonner, qui a fait 3e l'autre fois sur un sprint beaucoup plus difficile. Là, on est sur un sprint plat, mais ça reste un homme rapide. Si on parle de sprint à élimination, ça peut lui corriger un peu son petit défaut de placement. Je pense que c'est l'heure de la première victoire sur le Tour de France d'Arnaud Delis. On est sur le même. Thibaut, on est complètement raccord sur Arnaud Delis. En plus, les lotons, on les a pas trop vus aujourd'hui sur cette étape du Ventoux, donc je pense qu'ils ont le plan dans la tête. Il était devant, hein. Ah oui, il a un petit peu... ouais. Oui, c'est vrai, oui, il était parti dans le... Il était dans cette grosse échappée, hein, et l'autre jour, c'est pareil, du côté de Carcassonne, il est devant. Il ne cesse de se montrer tout en étant discret, et c'est peut-être là sa force à Arnaud Delis. C'est que on le mésestime, et je pense qu'il ne faut pas. Ah oui, non mais bien sûr. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Vous pouvez faire du fantasy, vous pouvez simplement vous amuser entre vous pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. Ceux qui mettent de l'argent, jouer avec excès comporte des risques. Les jeux d'argent sont totalement interdits aux mineurs. Sur le boukref, la cote d'Arnaud Delis, la victoire à 26. Ça sera pris pour moi et puis ça sera renforcé avec un petit top 3. Alors juste, je fais une petite précision pour Tom Lefiche qui me faisait une réflexion sur les réseaux sociaux, un petit commentaire, voilà, big up à toi Tom Lefiche, je l'ai pas mal pris évidemment, mais qui me disait mais pourquoi tu montres des cotes sur X, sur Twitter, sachant que entre le moment où tu fais le podcast et le moment où tu donnes les cotations n'ont plus rien à voir. Alors déjà, je suis pas tipster en fait, ce podcast n'est pas un podcast de tips, donc comme on le disait hier dans le podcast avec Thibaut, on vous donne ce qu'on prend. Moi, je vous affiche ce que j'ai pris et ce que je peux attester en ticket, parce que si je vous dis que j'ai pris une cote à 72 et que je l'ai pas prise réellement, voilà. Donc j'affiche un truc et que vous me demandez le ticket, attends, t'as pris vraiment ça, machin, je peux le justifier systématiquement. C'est simplement pour la crédibilité du podcast. Et voilà. Après, encore une fois, comme on vous a dit hier dans le podcast, nous on vous donne nos avis, on vous donne nos arguments. Sur l'étape du Ventoux, on avait rapidement évoqué cette possibilité de grosse bataille dans la plaine avec un groupe d'échappés qui reste se jouer la gagne, mais on n'était pas honnêtement sur ces scénarios, donc des fois on peut aussi passer un petit peu au travers de l'analyse. Ça arrivera encore, voilà, on se projette vers l'avant. Il n'y a que quand on débriefe et quand on regarde vers l'arrière qu'on ne se trompe jamais, donc on est aussi là pour ça. C'est ce qui fait la différence avec les autres podcasts qu'on aime bien d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc c'est simplement
quelques minutes avant la course, je fais un rappel de ce que j'ai pris dans le podcast. Et pourquoi je le mets pas juste avant le podcast? Bah là, dans ce cas-là, ça deviendrait du tips pur et dur, et les gens prendraient les bêtes sans venir écouter nos arguments dans le podcast. Et moi, j'ai envie que, bah voilà, si vous prenez un bet, si vous suivez un bet, bah c'est parce que vous trouvez les arguments qu'on vous donne dans le podcast cohérents. Et si vous ne trouvez pas ça cohérent, bah, vous ne misez pas, évidemment. Donc voilà, pour répondre à la petite question de Tom Le Fiche, donc 0,02% de bankroll pour la victoire d'Arnaud Delis, donc c'est 2 € sur une bankroll à 10 000 €. Et je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 6 ou 7. Donc là, on aura un petit 0. Je me demande si je vais pas le pousser un petit peu. Allez, 0,08% de bankroll pour le top 3 d'Arnaud Delis. Est-ce qu'il y a un autre nom qui te plaît dans cette histoire, Thibaut? On va pas. Tu sais très bien quel c'est. Je peux pas. Tu l'as même dit tout à l'heure. Ouais, Alors, ouais. Moi aussi, c'est mon deuxième nom. Ne m'oblige pas à partir. Non, ne m'oblige pas à partir dessus. Ne m'oblige pas à faire cet affront et portons-lui bonheur. Mais putain, Axel. Ouais, et en plus, on n'a pas précisé que à Valence, du côté de l'arrivée, on pourrait avoir une fin d'étape pluvieuse. Ah, en plus, et il aime bien la pluie, Axel Laurence. Arnaud Delis aussi. Ah oui, oh que oui. Axel Laurence, la victoire, elle est à 81, donc ouais. Non, à 80 ? Ouais, 81 la victoire d'Axel Laurence. Où ça ? Sur non, le parce bouclier. que sur le est-ce qu'elle a évolué aussi sur le W ? Ah non, sur le W, il est à 150. Ah ouais, d'accord. OK. Et encore, j'ai pas regardé les autres, mais Ah, 150, ça vaut. est-ce que sur on m'a demandé c'est quoi Tagada. J'ai vu un DM, j'ai pas eu le temps de répondre. Tagada. Voilà. C'est bien le bruit d'un cheval. Voilà. Maintenant, je peux pas faire d'autres. Voilà. Honnêtement, je ne peux pas faire d'autres sous-entendus pour être plus clair sur le book sur lequel ça vise. Hein. Le site qui fait des paris épiques dans les bistrots. Voilà. Alors, Axel Laurence. Et attends, parce que du côté de Tagada, il est où? Je le vois pas. Moi, je vais rajouter une mini pièce dessus. Hein. Un petit 0,05%. Il est à 200. Oh là là. 0,05% de bankroll. On va mettre un petit 50 centimes sur cette histoire-là. Puis on rajoutera également une mini piécette aussi sur un top 3. Ah oui. Ça 200, ça c'est... ouais. Ça c'est pas mal, surtout si ça arrive sur un sprint de 30-40. Tu me dis qu'en plus il y a de la pluie à l'arrivée. Ouais, si vraiment potentiellement des risques de pluie sur les radars, il semblerait que sur certains pourrait y avoir de la pluie. Attends, on va même ouvrir la météo iPhone, on va vérifier un radar en plus. Parce que souvent, des fois, c'est quand même assez fiable sur l'iPhone. Alors, Valence, France, demain, mercredi, pluie. Précipitation, c'est plutôt en fin de journée, donc non, peut-être pas de pluie, peut-être entre midi et 2, et sur l'arrivée peut-être pas, mais du coup ça implique potentiellement un final détrempé. À voir. On a des risques de pluie en tout cas, donc ce sera pas un temps des plus cléments. Ah, puis s'il se met à pleuvoir en milieu d'étape, ça va aussi compliquer la chasse pour Milan s'il se fait larguer à un moment donné. Hein. C'est plus compliqué de chasser quand il pleut. Ça rajoute de l'usure physique et mentale. Hein. Exactement. Okay. Exactement. Alors et on le voit, il est émoussé. Hein. Ouais, et puis il stress. Est émoussé de cette fin de tour. Il a un vrai stress sur cette histoire de maillot vert. Moi, il y en a un qui me plaisait bien aussi, c'était Caden Groves. Alors la seule interrogation que j'ai, et je vais pas y aller à cause de ça, c'est qu'à la base, Caden Groves, il devait arrêter le Tour de France, je crois, après la première journée de repos ou deuxième. Enfin, il devait faire 8-10 étapes pour ensuite basculer sur la Vuelta. Mais comme Philipsen a abandonné, finalement, ils ont laissé Caden Groves dans l'histoire. Mais maintenant, est-ce qu'il a une prépa physique suffisante pour tenir les 3 semaines du Tour de France? C'est pour moi la grosse interrogation. Donc, en tout cas, ça fait partie des équipes qui, dans les petites bosses qui sont répertoriées, même si c'est pas grand-chose. Hein, on a vu Milan l'autre jour, il a pété sur du 3%. Hein. Il était vraiment dans le mal sur ce type de pourcentage. Du coup, il y a peut-être un coup à jouer du côté des Alpecin, durcir avec les lotos, avec des équipes, je sais pas, comme les pique-niques aussi, avec parce qu'ils ont une double carte. Hein. Il y a Bittner, mais il y a aussi Tobias Lund Andresen qui a montré quand même beaucoup plus de choses, même sur le plat. Hein. Sur le plat, honnêtement,
moi, si j'étais la Picnic, je miserais pas forcément sur Bittner, hein, je miserais plus sur Tobias Lund Andresen. Hein. Mais ça, ce n'est que d'un avis personnel. Les Israël aussi, est-ce qu'on mise entièrement sur Ackerman ou est-ce qu'on mise sur Stewart aussi? À voir, sur la condition des deux. Stewart, ça aurait pu être un bon nom aussi. Hein. Puis surtout, vu la saison qu'il fait, franchement, je comprends pas qui mise tout sur Ackerman sur ce tour. Je dis pas ça parce que ça me fait perdre ma Ligue 1 sur sa limite et que j'ai mis Stewart capitaine. Mais franchement, entre les deux, c'est... Bon, après, Ackerman a quand même fait une 4e place sur une étape. Mais bon, c'est bon. Tournez un coup pour voir. J'avais pas vu. On a parlé en début de podcast de Johan Brunel. Ouais. Ah, on a trouvé qu'il lui a donné... Non, mais il y a l'UCI qui a fait un communiqué. Oui. Il demande des comptes à SO, ouais. Ah, mais j'avais pas vu, moi. En même temps, tu me diras, je suis sorti du boulot il y a pas longtemps, donc là, je regarde en même temps, mais... Ah, parce que Johan Brunel a aussi commenté, du coup. Ah oui, non, mais c'est festival là, tu vois, c'est bon quoi, tu vois, c'est limite la saison prochaine ils vont donner une wildcard à l'équipe de Georgine Capi quoi, et l'autre il sera dans la voiture et Johan Brunel ça va être, tu vois, même s'il est interdit c'est quand même lui qui va manager, enfin c'est n'importe quoi, enfin j'arrive pas à... Moi à mon avis je pense qu'en fait, je vais donner une théorie, mais qui est peut-être pas la bonne. Je pense qu'en fait, c'est la télévision belge qui voulait avoir Johan Brunel dans l'histoire. Voilà, déjà, je pense que le mec de la télévision belge qui dit tiens, on va faire venir, je sais pas quelle image il a en Belgique. Il y a des gens qui le respectent. Je vous avoue que là, ça dépasse. Johan Brunel, il serait français, ça serait même mon voisin. Je le détesterais tout autant. C'est pas du tout une question de ça. Mais il y en a qui pensaient que ça serait une question de ça. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. Coureur préféré, c'est Arnaud Delis. Donc voilà. On mise sur lui, hein. Mais voilà, pour reprendre le propos, moi je pense qu'à mon avis la télé belge voulait avoir Johan Brunel et c'est eux qui ont dû demander à mon avis l'accréditation à SO. Et ou alors ils ont peut-être eux-mêmes un nombre d'accréditations, on leur dit voilà vous avez 3 accréditations, vous mettez qui vous voulez, peut-être, j'en sais rien, je sais pas, mais il faut vraiment pour le respect du cyclisme, pour le respect du vélo. Moi je trouve que quand Christian Prudhomme a récupéré les rênes du Tour de France, il avait quand même des discours on va dire très forts sur le dopage. Il réunissait les coureurs avant le grand tour, il y avait des réunions, donc il voulait vraiment sortir du système Armstrong, et j'espère du fond de moi que vraiment ça le met en colère. Voilà, j'espère juste ça, que ça l'énerve autant que moi. Et je pense, il me semble que je pense que Christian Prudhomme est un mec qui a des valeurs. Donc j'espère que il va sortir la calache et il va mettre les balles au bon endroit. Et bien évidemment, c'est une métaphore, hein, vous l'avez bien compris. D'autres noms qui te plaisent mais c'est vrai quand on regarde la liste, hein, tu vois, je me dis même les Astana ils peuvent verrouiller pour Ballerini. Enfin, tu vois, il y a, tu vois, même si c'est pour un top 5, hein, il y a des petits points à les marquer. Donc je me dis qu'il y a quand même un paquet d'équipes qui peuvent, tu vois, Trentin dans un sprinter réduit, pourquoi pas. Enfin, je vois quand même pas mal d'équipes qui peuvent potentiellement chercher à tuer Milan, hein, sur cette étape. Ouais, non, mais je pense aussi. Je vais rester sur ces deux noms. Faut raison garder, mais j'ai un putain de coup de cœur pour Arnaud Delis. Je sens que c'est son heure. Ouais, pareil. Je le vois monter en puissance. Il y a trop de signes positifs, une Soudal qui est diminuée, un Milan qui est émoussé, un terrain où il peut les fatiguer. Il y a tout. Il y a tout pour qu'il essaye de mettre la balle au fond et qu'il la mette enfin. Et il le mériterait. Ah oui, non, mais complètement, lui, tu vois, c'est voilà. C'est l'inverse, c'est l'inverse de Johan Brunel. Il y a des mecs qui font mal à ce sport, qui font horriblement mal à ce sport, et il y a des mecs qui font du bien à ce sport et qui font, mais qu'est-ce que lui, c'est comme je le dis souvent dans le podcast, Arnaud Delis, on a tous envie d'être son pote. Donc voilà. Donc rien que pour ça, j'espère qu'il il le mériterait. Il le mériterait tellement, et puis il est passé par des passages un petit peu compliqués ces dernières semaines. Donc voilà. Donc Thibaut, récap des pronos pour cette 17e étape du Tour de France. Pour toi, ça sera
Arnaud Delis vainqueur. Je vais vraiment voir pour le podium. Non, je pense que je vais prendre aussi une pièce sur le podium et puis on va prendre là ce sera la plus petite pièce, mais sur Axel Laurence, vainqueur et podium. Eh ben, on sera je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté. Et en plus, l'autre jour, il est vénère, mais il était vénère contre lui-même à Carcassonne parce qu'il a un peu couru à l'envers. Il va vouloir corriger le tir. C'est pareil. C'est un mec qui monte en puissance, qui nous a montré de très belles choses. J'espère honnêtement que sur cette étape, on mise sur lui et pas sur Sam Watson, parce qu'il peut quand même aller chercher un beau résultat. Ouais, bah écoute, on sera exactement sur les mêmes de mon côté. La victoire et le top 3 d'Arnaud Delis et la victoire et le top 3 d'Axel Laurence. Merci beaucoup Thibaut pour ce coup tordu. Merci à toi. Et puis, du coup, ça me permet quand même, avec le résultat de l'étape du jour, de dire que tu vois, il n'y a pas non plus que des cadeaux en vélo et que même si Tadej Pogačar, tu vois, je préfère parfois perdre des petites pièces dans le vent que des gros billets sur Poggi. Et je suis bien content de ne pas être tombé dans le piège. Maintenant, est-ce que avec cette réflexion, on peut se dire, est-ce que t'aurais pas mieux fait de dire de parier le filtre contre Tadej Pogačar? Je sais pas. Je pense que je préfère tenter quelques petits noms, d'autant plus que on était parti sur Primož Roglič et sa pièce, et quand tu vois qu'il va chercher la 3e place au sein des leaders, je pense que l'analyse de fond sur Primož Roglič était bonne. Et je reste sur la même, il sera décevant sur la Lose et la Plagne. C'est bien possible. Et puisqu'on parlait il y a 2 secondes des mecs qui font du bien à ce sport, Valentin Paré-Peintre, voilà, mec simple, qui se prend pas la tête comme disait le 113, et voilà, un gars proche du public, hyper accessible. Bon, j'ai envie de dire, tu sais que Cyril Guimard avait dit il y a quelques semaines dans une interview que pour lui c'était le Français le mieux équipé pour perfer en grand tour à l'heure qu'il est. Voilà, à l'instant T 2025. Mais pas que lui, honnêtement, même Benny, il a régalé aujourd'hui. Les deux, ouais. Non, chapeau. Ouais, puis Van Wilder, qui s'arrache pour le lead out. Tu l'as vu son interview d'après-course à Van Wilder ? J'ai vu qu'il a mis un sacré taquet. Ouais. Pour te dire ce qu'il a, j'ai lu à l'écrit vite fait en pop, donc j'ai pas lu plus que ça, j'ai lu en diagonale. Donc tu peux me le rappeler si tu veux. Ouais, en gros, je schématise, mais en gros, toutes les critiques qu'ils ont reçues du côté de la Soudal, comme quoi on leur disait que l'équipe était pas au niveau, que ça allait pas, qu'ils étaient nuls en montagne. Bon, il a dit globalement, allez vous faire foutre, quoi. Voilà, ça sortait du cœur. Alors après, est-ce que ça s'adresse à des haters sur les réseaux sociaux ? Est-ce que ça s'adresse à la presse ? Est-ce que ça s'adresse à la télévision ? Ou si on va encore un petit peu plus loin, est-ce que ça s'adresse directement à l'entourage peut-être de Remco, où on estimerait que son pôle montagne est pas suffisamment fort ? Bon, moi après, je suis désolé, je crois que ça avait été évoqué. T'en avais parlé dans le podcast dans le space de la socket légère là chez l'ami Brice. Je veux dire, sur ce Tour de France, tu rajoutes Michael Landa, tu lui mets Sepp Kuss, Tish Benoît et Simon Yates et qui tu veux, et même Joao Almeida. Remco fait le même Tour de France, ça va rien changer. Quand t'es en perdition, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas Landa qui l'aurait tracté pour qu'il colle au cul au cul des leaders. C'est là, l'explosion elle était physique et mentale, donc tu peux rien faire. Y a pas de. Il aurait pas plus aidé que ça. Non. Il aurait même sans doute bridé Landa, et connaissant Remco, je pense qu'il lui aurait très vite dit non, vas-y, t'es trop fort, je suis trop à la rue, oublie-moi. Ah bah c'est ce qu'il fait d'ailleurs sur l'étape où il abandonne, au pied du Tourmalet. On voit aucun Soudal à côté de lui, et il a eu l'honnêteté de dire à ses équipiers, les gars, jouez votre étape, m'attendez pas. Donc ça, il y a pas de. Mais je pense qu'avec Landa, il l'aurait même fait plus tôt. Je pense aussi. Oui, non, clairement, oui, c'est sûr. Merci beaucoup Thibaut, merci à tous. Thibaut, donc abonnez-vous à son compte Twitter, Thibaut Chambre, la preview vélo futé. Enzo, qu'on embrasse, analyste Phoenix sur Twitter, ses previews écrites également sur le site The Big Gear. Le TikTok du coup tordu, allez mater ça, le Facebook également, on vous met des petits bouts des... Et allez réconforter Enzo, parce que c'est une journée de merde entre
les déboires de Milan au maillot vert et Ozzy Osbourne qui nous a quittés, il est en dépression. Ah ouais? Et il est d'accord, je savais pas. Ah, t'as pas vu la news juste avant? Ah non, je suis complètement passé. C'est sorti quelques minutes avant qu'on commence à l'enregistrement du podcast. D'accord. Condoléances alors à tous les fans de rock'n'roll. Et voilà, donc allez laisser des petits messages à l'ami Enzo. Donc son site The Big Gear où il y a ses previews écrites et donc les réseaux sociaux du coup tordu, Facebook, Twitter, Instagram, le TikTok, le X bien évidemment. Vous êtes plusieurs milliers quand même. Il faudrait que je fasse un petit peu les comptes de tous les réseaux sociaux du coup tordu, mais ça commence. Puis la chaîne YouTube bien évidemment. La chaîne YouTube où vous êtes désormais 600. Donc voilà, donc ça commence à se chiffrer à beaucoup de monde cette histoire. D'ailleurs, et c'est que le début. Tu fais bien de me le rappeler. Je tiens quand même à te féliciter pour ces chiffres du podcast. T'en animes quand même parfois beaucoup tout seul, donc t'es un peu le grand artificier de ces résultats. Donc bravo à toi, Vincent, pour ces résultats. Et donc ça déjà. Ouais, non, mais bravo, Thibaut, puis pareil, hein, Enzo, voilà, moi j'ai fait ce podcast parce que vous étiez là, hein, mais voilà, on va pas se lancer un petit peu des fleurs, non, mais c'est vraiment tous ensemble, et puis vous tous à l'écoute du podcast, hein, même ceux qui n'interagissent jamais sur les réseaux sociaux, bah forcément, c'est voilà, vous n'êtes pas des scores, vous êtes des gens, voilà, à l'écoute du podcast. Alors moi je vois les chiffres qui montent bien évidemment, mais ce que j'ai affiché sur le X du coup tordu aujourd'hui, donc il y a un classement en fait sur Apple Podcast des podcasts de sport les plus écoutés en France. On est 27e au moment où on enregistre le podcast, on est 27e et on est devant donc le débrief Tour de France de Laurent Jalabert sur RTL qui est juste derrière. Donc bon, évidemment pendant le Tour de France tous les podcasts de sport poussent, mais si vous prenez le top 30, c'est quasiment intégralement que des podcasts de grosses radios, ou alors j'en parle souvent, ou alors des podcasts natifs mais avec des entreprises derrière, des vraies entreprises de podcasteurs. Voilà, je crois que dans la tête d'un coureur par exemple, bon, j'adore hein, ce podcast de course à pied, mais je crois qu'il y a Iron derrière, enfin il y a du business, il y a de l'argent, il y a des milliers d'euros, pareil dans la tête d'un cycliste, enfin il y a beaucoup de choses. Nous voilà, j'allume la table, on allume le Discord, voilà, on prépare même pas les émissions, mais on sait de toute façon comment c'est structuré et ce qu'on va se dire. Donc on est en total amateurisme dans l'histoire. Donc on est un petit peu le petit poussé qui vient s'incruster en demi-finale de la Coupe de France. Donc pour ça, c'est grâce à vous. Donc on voulait vous remercier pour tous ces scores. Et je vous le redis encore une fois, c'est que le début. Merci encore Thibaut. Tu peux me permettre? Ouais, Thibaut. Je sais, on digresse à chaque fois, on dit qu'on se quitte et je te relance sur un truc. Les podiums de l'étape viennent de sortir sur le B et Arnaud Delis est à 4. D'accord, ok. Bah ouais, ça va peut-être me faire. C'est un peu pas beaucoup 4. Je m'attendais, vu sa cote victoire, je m'attendais franchement à mieux quoi. Ou alors peut-être qu'il y a des. Je tenais quand même à le préciser. Je vais voir le podium d'Axel Laurence d'ailleurs. Oula, il y a combien, Axel? Ah, il y a 28. Ok. Bon, on attendra de voir du côté du W. Ah oui, pour le oui, moment, oui. il y a que le B. Ah, au niveau des podiums, il y a que le B, ouais. Ouais, non, mais je pense qu'au niveau podium, il va y avoir. Je pense que Arnaud Delis va au moins y avoir du 5. Merci à tous. Et donc voilà, si c'est 4-5, ça sera 0,1% de bankroll, 0,12. Voilà, je vais m'adapter un petit peu sur la bise. Merci Thibaut, merci à tous. Et donc à demain pour un nouveau coup tordu pour. On attaque par la Plagne, hein, c'est ça, la Plagne et après le col de la Lose. Non, on attaque par la Lose, on D'accord. attaque par la revanche de Pogacar et le lendemain peut-être la revanche du site. Ok, ça marche, ça roule. Allez, ciao les amis.